Salut, chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien. Ok, donc comme j'avais dit la dernière fois et dans les vidéos précédentes, on va continuer, n'est-ce pas, avec la bioénergétique. Et il était question de faire les vidéos de la bioénergétique en série. D'accord? Ok, donc si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater les vidéos à venir. Et maintenant, pour que vous puissiez continuer avec cette vidéo-ci là, vous devez d'abord suivre les vidéos précédentes pour mieux assimiler les notions. Aujourd'hui, on est toujours avec la bioénergétique, d'accord? On fera quoi? L'équilibre énergétique. Ok, maintenant, c'est quoi l'équilibre énergétique? D'accord? Avant de continuer, c'est quoi l'équilibre énergétique? Eh bien, c'est tout simplement l'équilibre entre la quantité d'énergie consommée et la quantité d'énergie perdue, ou encore produite tout simplement. D'accord? Et maintenant, pour mesurer cela, il y a une manière très simple de mesurer. Il vous suffit de mesurer tout simplement votre poids. D'accord? On mesure votre poids et on verra tout simplement. Et à travers la formule d'un homme qui est appelé Quetelet, on appelle la formule de Quetelet tout simplement. À travers la formule de Quetelet, qui dit quoi? Qui a permis de calculer l'indice de masse corporelle. D'accord? L'indice de masse corporelle, je vais abréger. Bon, je vais créer indice de masse corporelle. D'accord? Maintenant, cet indice, on abrège IMC. Donc, là, c'est la formule de Quetelet qui permet de calculer l'indice de masse corporelle. Et ça veut dire quoi l'indice de masse corporelle? Ou bien c'est égal à quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'indice de masse corporelle, c'est égal au poids sur la taille au carré. D'accord? Maintenant, le poids est en quoi? L'unité du poids dans cette formule, c'est en kilogramme. Et la taille en mètres. Donc, du coup, ça fait kilogramme mètre carré. D'accord? L'indice de masse corporelle. Ok. Maintenant, si vous avez compris ça, c'est que si on ingère beaucoup plus, d'accord, d'énergie qu'on ne produit ou encore qu'on ne dépense, l'énergie là sera stockée sous forme de graisse corporelle. Et maintenant, cette stock d'énergie sous forme de graisse corporelle là va créer un certain nombre de maladies, telles que vous le savez bien. Il y a l'obésité qui est là, d'accord, il y a le diabète qui est là, il y a la maladie cardiovasculaire et il y a les cancers. D'accord? Donc, soit on peut décider d'augmenter les dépenses ou encore les pertes d'énergie pour équilibrer justement cette balance-là. D'accord? En faisant quoi? En augmentant tout simplement l'énergie produite ou en réduisant, d'accord, l'énergie apportée par l'alimentation. Ça va jusqu'ici? Ok. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. On va répondre à cela. D'accord? Ok, sans plus tarder, on va continuer. On a dit quoi? On a parlé des apports de substrat énergétiques. On va parler plutôt. Apport de substrat énergétique, c'est-à-dire quoi? Comment est-ce qu'on apporte les substrats énergétiques à l'organisme? Donc, comment est-ce qu'on apporte ça? Vous l'avez deviné, c'est toujours par l'alimentation. Il n'y a pas le plus beau moyen de ça. On s'alimente, n'est-ce pas? Ok, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Maintenant, un petit aparté. Vous allez savoir que quoi? La ration alimentaire est dépendante de la région géographique dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça dépend de la disposition, ou encore la disponibilité autant pour moi, des aliments que vous pouvez aussi les consommer. On est d'accord? Vous allez vous rendre compte que dans les pays occidentaux, généralement, leurs besoins ou encore leurs apports en glucides excèdent ceux de la somme des lipides et des protéines qu'ils absorbent. D'accord? C'est-à-dire eux, ils consomment beaucoup plus des glucides. Ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? L'apport énergétique, je dis bien l'apport énergétique, est dépendant d'un certain nombre de facteurs. Les facteurs nerveux et les facteurs hormonaux. Ok? Maintenant, quels sont ces facteurs nerveux là? Quels sont ces facteurs nerveux? Eh bien, il faut savoir que quoi? Le centre régulateur, d'accord, de l'apport énergétique est appelé
je vais écrire ça en bleu pour que ça saute à l'œil, est appelé hypothalamus. Ok? Donc c'est l'hypothalamus qui est le centre régulateur des apports énergétiques. Ok, maintenant vous allez me dire, ok, on a compris. Maintenant, l'hypothalamus, comment il régule alors? Ok? Eh bien, il y a un certain nombre de noyaux qui sont là, qui permettent justement la régulation, soit de l'apport de l'énergie, l'apport alimentaire, ou soit de la satiété. Qui dit satiété dit rassasiement. D'accord? C'est-à-dire on mange plus. Ok, donc on a quoi? On a le noyau. Les noyaux latéraux. D'accord? Les noyaux avec X. Les noyaux latéraux. On a les noyaux. D'accord? Ventraux. Noyaux ventraux. Médiaux. On a les noyaux ventromédiaux, le noyau arqué. D'accord? Paraventriculaire. Ventriculaire. Ventriculaire ici, paraventriculaire. Noyau arqué, noyau paraventriculaire et noyau dorsaux. Médiaux. D'accord? Donc je disais tantôt que l'hypothalamus permet la régulation des apports alimentaires à travers ces noyaux-là. Vous avez vu, regardez ici, comme moi, on a le noyau ou encore les noyaux avec X, noyaux latéraux, noyaux ventromédiaux, le noyau arqué, paraventriculaire, dorsaux, médiaux. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ou encore quel est le rôle justement de ces noyaux spécifiquement? D'accord? Si on prend le noyau, ou encore les noyaux latéraux, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Eh bien, tout simplement, les noyaux latéraux, ce sont les noyaux qui, lorsqu'ils stimulés, ils vont favoriser ce qu'on appelle quoi? La prise alimentaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on stimule ces noyaux-là, ça va favoriser la prise alimentaire, d'où l'ingestion des aliments. D'accord? Et ces noyaux-là stimulés vont provoquer ce qu'on appelle l'hyperphagie. D'accord? Parce qu'on mange, le sujet va beaucoup manger. Maintenant, on a des noyaux appelés ventraux médiaux. Ces noyaux aussi, là, ils sont pourquoi? En fait, lorsqu'on stimule ces noyaux-là, inversement au premier noyau, lorsqu'on stimule ces noyaux-ci, là, ça va favoriser ce qu'on appelle la satiété. Qu'est-ce que ça veut bien dire ce mot satiété? J'avais dit ça au début. La satiété, ça veut dire tout simplement le rassasiement, lorsqu'on est rassasié. D'accord? Donc, lorsqu'on stimule ces noyaux ventraux médiaux, ça va provoquer ce qu'on appelle le rassasiement. Tout à fait. Ok, maintenant, ces noyaux vont provoquer aussi un phénomène qui est appelé, ici c'est l'hyperphagie, non? Ici, ça va être appelé quoi? L'aphagie. Je vais mettre ça ici, ok? Je vais mettre ça ici. L'aphagie. C'est-à-dire la personne ne va pas littéralement manger. Ok? Maintenant, il y a les noyaux arqués, paraventriculaires et dorsaux-médiaux. Maintenant, ces noyaux-ci, ils sont spécifiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont stimulés, d'accord, ils ne provoquent ni la prise alimentaire, d'accord, et ils n'inhibent pas aussi la prise alimentaire, du coup la satiété. Ces noyaux aussi, ils sont là pour réguler. Ce sont les noyaux régulateurs. Donc, ils régulent tout simplement la prise alimentaire. C'est bon jusqu'ici? Toujours est-il que si vous avez des questions, laissez un commentaire. D'accord? Ok. Donc, si vous avez compris ces mécanismes-là, on peut maintenant tout aisément aller où? Au niveau des besoins. On a plusieurs types de besoins. On a dit quoi? On a les besoins glucidiques, les besoins lipidiques. Vous pouvez voir ça ici avec moi. Glucidiques, lipidiques, besoins protidiques. D'accord? C'est-à-dire en protéines. Besoin en oxygène tout simplement, effectivement. Et besoin en eau. Ok? Et besoin en vitamines. Ok, donc on va prendre besoin par besoin. On va décortiquer ensemble. Maintenant, pour le premier type de besoin, on a dit quoi? Le besoin glucidique. D'accord? Besoin
Besoin glucidique. D'accord? Ça veut dire quoi? Eh bien, le besoin glucidique, ça veut tout simplement dire que, en fait, chez l'adulte, d'accord, il y a un certain nombre de besoins requis. Premièrement, on a le besoin glucidique qui est là. C'est-à-dire, il y a une quantité, d'accord, une quantité requise de glucides à ingérer par jour. D'accord? Et quelle est donc cette quantité, vous allez me demander? D'accord? La quantité requise de glucides, ou encore des glucides ingérés par jour, que l'OMS a recommandé, d'accord, c'est 180 à 200 grammes de glucides par jour. Regardez très bien, 180 à 200 grammes de glucides par jour. C'est ça la quantité requise. Ok, maintenant chez les glucides, ou encore pour les glucides, il y a deux notions très importantes selon moi à retenir. Il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle l'indice glycémique. Et puis on a aussi ce qu'on appelle la charge glycémique. Ça c'est pour les glucides bien sûr, hein. D'accord? On a ce qu'on appelle l'indice glycémique et la charge glycémique. Ça c'est deux notions clés à retenir, d'accord, pour ce qui est des besoins glucidiques ou encore tout ce qui concerne les glucides. Vous allez voir quoi? L'indice glycémique ou encore dans certains documents, vous allez voir appelé index glycémique, c'est la même chose. Indice glycémique ou encore index glycémique. Hein? Si on met index ici, c'est aussi la même chose. Ne soyez pas égarés. Ok. Donc, l'indice glycémique ou encore l'index glycémique, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité, d'accord, que possède globalement ou totalement un glucide à augmenter la glycémie. Ok. Voici un nouveau mot. Il n'y a rien de compliqué, hein? Il n'y a rien de compliqué. On va tout expliquer ici. C'est quoi la glycémie? La glycémie. C'est quoi la glycémie? La glycémie, c'est quoi? Vous l'avez deviné, d'accord? Tout ce qui est, je dis bien tout ce qui est émis. Vous voyez, on va décortiquer comme ça. Je vais vous donner une petite astuce. Tout ce qui est émis fait allusion au sang. Tout ce qui est émis fait allusion au sang. Donc, glycémie. Ça veut dire quoi? Ça représente tout simplement le taux de sucre dans le sang. Vous voyez? C'est très simple. Donc maintenant, l'indice glycémique, j'avais dit que c'est la capacité totale que possède, n'est-ce pas, un glucide à augmenter la glycémie. Maintenant, la charge glycémique, c'est la capacité que possède une portion, d'accord, de glucide à augmenter la glycémie. D'accord? Maintenant, pour schématiser cela, je vais vous donner un petit exemple. Prenez par exemple la banane. Moi, j'adore les fruits, hein, en passant. Surtout la banane en l'occurrence. Si on prend la banane, d'accord, vous allez voir quoi? La banane est là. Maintenant, cette banane, en l'occurrence, c'est les glucides, n'est-ce pas? Cette banane, sa capacité à augmenter, sa capacité totale, si on prend la banane entière, à augmenter la glycémie, c'est ça qu'on appelle l'indice glycémique ou encore l'index glycémique. Maintenant, si je prends la banane, je découpe en plusieurs morceaux. C'est-à-dire, je donne un à mon petit, je donne un à ma petite soeur. Maintenant, la petite morceau que j'ai découpé là, que j'ai donné à ma petite soeur, ou encore la petite morceau qui me reste là, cette petite morceau, sa capacité à augmenter la glycémie, c'est ça qui est appelé la charge glycémique. C'est bon? Ok. Si vous avez compris ça, on peut tout bonnement évoluer au niveau des besoins lipidiques. D'accord? Très bien. Les besoins lipidiques. Ok. Besoins. Besoins lipidiques. D'accord? Tout comme les glucides, les lipides aussi ont un certain nombre de besoins. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'organisme, ou encore les Nations Unies, d'accord, a recommandé un besoin requis. Quel est ce type de besoin? Ou encore, quelle est cette fourchette de normalité? On a dit que quoi? Pour le lipide, il faut ingérer par jour pour un adulte, d'accord, 97 à 111 grammes de lipides par jour. 97 à 111 grammes de lipides par jour. Ça, c'est le besoin requis. Maintenant, en moyenne, on a dit en moyenne, d'accord? En moyenne, si tu veux tout simplifier, tu prends tout simplement 100 grammes de lipides par jour. Donc, en moyenne, 100 grammes de lipides par jour. Mais le besoin, c'est entre 97, d'accord, à 111 grammes de lipides par jour. D'accord?
Maintenant, il y a un terme qui est là, qu'il faut retenir, et qui vient très souvent dans certains documents. C'est ce qu'on appelle des épagneurs, d'accord, des protéines. Les épagneurs, comme épargner quoi. Les épagneurs des protéines. Donc, les épagneurs, quand vous entendez, et toutefois que vous écoutez les épagneurs des protéines, ça veut tout simplement dire soit les lipides, soit les glucides. Donc, ce sont les deux qui sont appelés les épagneurs des protéines. Pourquoi on les appelle comme ça? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre les choses. On les appelle comme ça tout simplement en fonction de l'utilisation pour la production d'énergie. Vous allez voir quoi? Pour la production d'énergie, le carburant préférentiel de l'organisme, c'est quoi? Eh bien, c'est les glucides. En l'occurrence, le glucose, n'est-ce pas? Les glucides. Après ça, on va tomber sur les lipides. Maintenant, après ce que l'organisme a puisé l'énergie sur les glucides et les lipides, maintenant, c'est en troisième position qu'il va utiliser les protides ou encore les protéines, tout simplement. La raison pour laquelle on a appelé ces deux substrats-ci, là, les glucides et les lipides, les épagneurs des protéines. C'est bon? Ok. Si ces notions sont bien retenues, on va continuer tout doucement. On va tomber où maintenant? Au niveau des protéines. Bien fait. Besoin protidique. Qui dit besoin protidique dit besoin en protéines. Ou encore ce qu'il faut ingérer par jour, ce qui concerne les protéines. D'accord? Mais les besoins en protéines, comme toujours, recommandés par les Nations Unies, d'accord, l'Organisation des Nations Unies de l'alimentation et de l'agriculture, appelée FOA, d'accord. Cette organisation, ou encore les Nations Unies, a recommandé quoi? Par jour, il faut manger 1 gramme, d'accord, de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. Ok? Il faut manger 1 gramme, d'accord, de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, un exemple tout simple pour comprendre ça, parce que ça va paraître un petit peu très complexe pour certains. C'est-à-dire si vous pesez, si vous pesez par exemple 70 kg, vous allez manger quoi? 1 gramme par kilogramme. Donc vous allez manger aussi tout simplement 70 grammes, d'accord, de protéines par jour. Votre besoin journalier requis. Ok? Maintenant, si par contre vous pesez, d'accord, vous pesez 80, vous allez manger aussi 80 grammes de lipides, de protéines par jour. C'est ce qui est requis. Toujours est-il que ça dépend aussi de nos moyens justement. D'accord? Maintenant, ici les protéines sont très importantes. Pourquoi je dis ça? Pourquoi il dit que les protéines sont très importantes? Eh bien parce que tout simplement, vous allez rendre compte que quoi? Ceux qui font de l'exercice musculaire intense, d'accord? Ceux qui font de la musculation tout simplement, vous allez voir, ils vont beaucoup plus taper sur les quotas en protéines que les autres besoins. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, ces gens-là, ils ont besoin des muscles, non? Pour avoir du muscle, eh bien, il vous faut, je dis bien, il vous faut des protéines. Pourquoi les protéines? Parce que tout simplement, quand on fait de l'exercice musculaire, ça c'est une petite parenthèse, quand on fait de l'exercice musculaire, qu'est-ce qu'on fait? On casse, n'est-ce pas, les fibres musculaires. D'accord? Vous cassez les fibres musculaires en faisant de l'exercice musculaire ou encore des sports. Maintenant, une fois que vous cassez ces fibres musculaires, il faut aussi que ces fibres musculaires se reconstruisent. Maintenant, quand ils vont se reconstruire plus gros. C'est pour cela, vous allez voir, et c'est les protéines qui permettent la reconstitution. Ça fait partie de leurs fonctions. Reconstitution, construction, remplacement, renouvellement des tissus. Donc, c'est les protéines qui vont permettre la reconstitution de ces fibres musculaires qui sont cassées lors de vos entraînements. C'est la raison pour laquelle, après l'exercice musculaire, si vous ingérez des protéines, ils vont reconstituer ces fibres musculaires. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir des gros muscles, des gros bras. Pour ceux qui ne comprennent pas. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle les haltérophiles, ou encore ceux qui font de la musculation, ou encore ceux qui font du sport de boxe ou encore de combat, ils intensifient sur leurs besoins, ou encore les apports en protéines. D'accord? Eux, vous allez voir dans certains documents, ils vont aller jusqu'à 2. D'accord? Ils vont aller jusqu'à 2 kg de protéines par jour. C'est-à-dire que quoi? S'ils pèsent 180, ils vont prendre plus de 2 fois. D'accord? Ils vont prendre 160. C'est bon? Bon, ça c'était juste une petite parenthèse. Maintenant,
Le besoin requis en protéines, vous l'avez su, n'est-ce pas? 1 gramme de kilogrammes par jour. Maintenant, au niveau des protéines, il y a aussi des notions autant pour moi, pardon, très importantes. Comme quoi? Vous allez entendre parler, d'accord, des protéines de haute valeur biologique. Des protéines de haute valeur biologique. Avant même de parler des protéines de haute valeur biologique, il faut savoir que quoi? Les protéines, d'accord, ou encore les protéines sont constituées des acides aminés. D'accord? Et ces acides aminés, on a 3 types, qui sont classés en 3 catégories. On a les acides aminés essentiels, les acides aminés semi-essentiels et les acides aminés non essentiels. D'accord? Je vais écrire ça ici pour favoriser la compréhension. On a les acides aminés essentiels. Acides aminés essentiels ou indispensables. C'est la même chose. Deuxièmement, on a acide aminé semi-essentiel. D'accord? Après, on a quel type d'acide aminé? Quelle catégorie? Acide aminé non essentiel. Ok, ça c'est les 3 catégories d'acides aminés. Les acides aminés sont les composants des protéines. D'accord? C'est plusieurs acides aminés formés entre eux, liés par des liaisons peptidiques qui vont former ce qu'on appelle les protéines, ou les protéines. Ok, maintenant les acides aminés essentiels, ça veut dire quoi? Les acides aminés essentiels, c'est tout simplement, ou encore indispensables, je l'ai dit, n'est-ce pas? Ce sont les acides aminés qui ne sont pas synthétisés par l'organisme, ou encore qui sont synthétisés mais à une vitesse insuffisante. Donc du coup, ils sont apportés par l'alimentation. Ok, maintenant vous allez vous poser peut-être la question. Et donc, quels sont donc ces acides aminés là essentiels? Parce que quand on dit essentiel, c'est très important pour l'organisme. D'accord? Donc, ils sont au nombre de 8 acides aminés essentiels. On a quoi? On a ce qu'on appelle la lysine, isoleucine, je m'excuse. La lysine. Isoleucine. On a la leucine. D'accord? On a la lysine. On a la méthionine. Après, on a quoi? Tryptophane. Tryptophane. On a valine. On a théonine. On a phénylalanine. Ok, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon? Exactement. Donc, il y a 8 acides aminés essentiels, d'accord, dans l'organisme ou encore chez l'adulte. Très important. Il faut retenir qu'il y a quoi? Il y a la leucine, l'isoleucine, la lysine, la méthionine. La méthionine, une petite parenthèse. La méthionine est un acide aminé. Quel type d'acide aminé? Un acide aminé soufré. D'accord? Ça, c'est un petit peu la biochimie. Effectivement, la physiologie, d'accord, c'est une combinaison de plusieurs matières. Donc, la méthionine est un acide aminé soufré. On a le tryptophane qui est là. On a la valine, théonine et, en dernière position, phénylalanine. Exactement. D'accord? Donc, ces acides aminés-ci, là, ce sont les acides aminés essentiels ou encore indispensables dont l'organisme ne synthétise pas. Ou encore synthétise à des vitesses insuffisantes, donc du coup, ils sont apportés par l'alimentation. Je suis sûr que vous avez tout compris. Maintenant, les acides aminés semi-essentiels. Semi-essentiels, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces acides aminés peuvent être synthétisés par l'organisme. D'accord? Maintenant, en dernière position, les acides aminés non essentiels. Quand on dit non, c'est-à-dire les acides aminés, d'accord, eux ils sont faits quoi? Ils sont synthétisés par l'organisme, contrairement à ceux-là qui ne sont pas synthétisés, ou encore ceux-là qui peuvent être synthétisés ou ne pas aussi. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a fini cela, maintenant je vais parler des protéines de haute valeur biologique
ou encore de haute valeur énergétique tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire une protéine de haute valeur biologique? Protéines de haute valeur biologique, vous voyez ici, non? Ou encore protéines de haute valeur énergétique tout simplement. Eh bien, retenez que une protéine de haute valeur biologique, d'accord, est une protéine qui contient les 8 acides aminés essentiels dont je viens de citer, que je viens d'effacer. Vous vous rappelez de ça? Cette protéine-là qui contient les 8 acides aminés essentiels est appelée la protéine, une protéine de haute valeur biologique. D'accord? Et, tenez-vous bien, il faut que cette protéine-là, d'accord, contienne aussi un 9e acide aminé qui est non essentiel, qui est appelé la quoi? La leucidine. La leucidine. Maintenant, cet acide aminé leucidine, ça c'est retrouvé chez l'enfant. D'accord? Ok. Maintenant, si vous avez retenu ça, je ne vais pas finir cela en ne pas dire ceci, parce que j'ai une notion très importante à retenir ici. Cette notion, c'est quoi? C'est que les protéines de haute valeur biologique, pas encore les protéines de haute valeur énergétique, d'accord, ils sont d'origine animale que végétale. Ça veut dire quoi cette phrase? Eh bien, c'est-à-dire on retrouve beaucoup plus de protéines de haute valeur biologique, c'est-à-dire les protéines qui contiennent les 8 acides aminés essentiels chez l'adulte, beaucoup plus, d'accord, dans les aliments d'origine animale que dans les aliments d'origine végétale tout simplement. Qui dit aliments d'origine animale, comme exemple, je peux donner par exemple la viande. D'accord? La viande, on a l'œuf, on a le poisson, hein? Et j'en passe. Mais les aliments d'origine végétale, vous avez plusieurs types aussi, non? On a le maïs par exemple, on a les haricots, le maïs, hein? On a les haricots qui sont les légumineuses, hein? Dans les catégories des aliments sont les légumineuses, d'accord? Et j'en passe. Donc c'était pour récapituler pour que vous puissiez mieux comprendre. Ok, maintenant si on a bien compris ceci, on va passer au point suivant.